Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de présenter l'ouvrage de Constance Rimlinger, donc féministe des champs, qui est donc l'ouvrage est une enquête que tu as réalisée sur plus de 6 ou 7 ans, il me semble, sur différents milieux de femmes qui se sont organisées dans des communautés dans des zones rurales. Donc déjà, est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ton enquête, ta démarche de recherche, un petit peu ton point de départ pour cette enquête? Oui, bonjour, ça fonctionne. Donc effectivement, j'ai réalisé une enquête qui est une enquête sociologique qui a commencé au cours de mes études, donc d'abord en master puis en doctorat, où j'ai décidé de travailler sur le retour à la Terre, donc un mouvement qui avait déjà été étudié par des sociologues ou des historiens ou historiennes, mais sans vraiment prendre en compte la question du genre et aussi de la sexualité. Et donc je me demandais s'il y avait peut-être des particularités ou d'autres formes de retour à la Terre, si on s'intéressait à des minorités, notamment parce que dans le retour à la Terre, il y a toute cette dimension de travail aussi, de travailler au quotidien la terre, construire, et donc de me demander si des initiatives portées par des couples de femmes ou par des femmes seules ou par des communautés trouvaient une autre division du travail, quelles étaient aussi les dynamiques au sein de la communauté. Donc vraiment d'étudier de potentielles différences, d'autres manières aussi de mettre en œuvre un quotidien politique. Donc ça a été le point de départ d'une enquête qui m'a menée dans différents types de lieux. Donc c'est aussi bien des terres de femmes séparatistes, donc des communautés strictement réservées aux femmes, mais aussi des fermes biologiques. Alors je dis fermes, mais souvent c'est des lieux qui ont aussi des activités d'accueil, de soins, de formation, et un sanctuaire vegan également. Et à partir de ces lieux, où j'ai mené donc à la fois des entretiens avec les individus et fait de l'ethnographie, en observant le quotidien pendant des semaines ou des mois, ça m'a permis de faire une analyse de formes d'écoféminisme en action. Très bien. Merci. Et est-ce que tu peux un peu nous présenter la multiplicité des lieux dans lesquels tu as pu mener ton enquête, un petit peu détailler ces lieux, où est-ce qu'ils sont situés dans le monde? Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas situé les lieux. Donc c'est une enquête entre 3 pays, donc les États-Unis, la France et la Nouvelle-Zélande. Ce qui s'explique par le fait que les terres de femmes séparatistes, donc ce mouvement vraiment de retour à la terre lesbien, a commencé aux États-Unis, donc notamment dans l'Oregon, mais a ensuite essaimé à travers la traduction d'ouvrages, à travers la circulation aussi de femmes dans des pays d'Europe de l'Ouest et en Australie et Nouvelle-Zélande. Et donc, un des points que je voulais investiguer pendant cette enquête, c'était cette question des circulations internationales, d'idées, de militantes. Donc, je voulais avoir ces 3 pays dans mon enquête. Donc, il y a 2 terres de femmes, une dans l'Oregon, une dans le nord de la Nouvelle-Zélande. Les fermes sont situées en France, donc en Bretagne, dans la Creuse, dans la Bresse. Et un 4e lieu, je l'ai anonymisé, mais je l'ai situé en Charente. Et une autre terre de femmes séparatistes en Nouvelle-Zélande et le sanctuaire vegan également. Je peux peut-être ajouter, parce que ça c'est sur les localisations spatiales, il y a aussi une diversité temporelle, puisque le lieu le plus ancien de ce panel de lieux, c'est la terre de femmes séparatistes aux États-Unis, qui a été créée en 1973, donc vraiment la première initiative de ce type. Et le lieu le plus récent de l'enquête a été créé en 2015 par un couple. Donc ça permettait aussi de voir des différences générationnelles, et notamment j'ai pu voir que la manière de formuler son féminisme, même la manière de concevoir aussi les limites du groupe avait évolué au cours du temps. D'accord, donc tu parles de différences générationnelles, mais, et par exemple, c'est quoi les conceptions de vivre son féminisme chez ce premier groupe de femmes aux États-Unis, dans l'Oregon, donc dans les années 70, et quels sont des éléments clés qu'il pouvait y avoir dans ce premier groupe qui ont évolué par la suite et qui ne se retrouvent pas... qu'est-ce qui diffère avec des groupes plus modernes? Donc ce premier groupe, donc ces terres de femmes séparatistes, elles s'inscrivent dans un féminisme radical qu'on appelle souvent de la 2e vague.
elles ont une optique différentialiste, donc elles postulent une différence entre hommes et femmes, même si elles ne la situent pas forcément sur un plan biologique, et ça c'est important de le préciser. Et donc le fait de créer aussi ces communautés non mixtes, ça s'inscrivait dans un souhait donc séparatiste qu'on peut rattacher au lesbianisme politique, donc cette idée que pour déconstruire le patriarcat et pour pouvoir expérimenter d'autres rapports sociaux, d'autres manières d'être, il fallait aussi se couper de l'hétérosexualité comme système. Donc c'était vraiment au fondement aussi de ces initiatives de couper avec la société mixte pour pouvoir voir ce que ça fait aussi de vivre entre femmes, de vivre son identité de femme, de lesbienne, sans être dans un regard et dans des interactions avec des hommes. Et ça, c'est un premier point de différence avec les autres initiatives que j'ai étudiées, plus récentes, même s'il faut préciser que ces terres existent toujours aussi. Donc elles existent aussi, elles n'appartiennent pas juste au passé. Mais dans des initiatives plus récentes, j'ai pu observer par exemple que ça s'inscrivait dans un féminisme plus queer, donc qui est davantage dans une forme de déconstruction des binarités de genre, de sexe, qui cherche aussi à repenser ces catégories. Donc c'est un féminisme queer, intersectionnel aussi. Je pense qu'il en a été question dans les autres panels du forum, mais vraiment cette question de l'intersectionnalité, elle est devenue de plus en plus importante. Ça a fait évoluer la manière de concevoir aussi l'accueil. Par exemple, donc dans les terres de femmes séparatistes, c'est vraiment des lieux qui ont été créés et dédiés aux femmes, qui sont en fait comprises bien souvent comme des femmes cisgenres, donc qui sont nées dans un corps féminin, alors que dans des initiatives plus récentes, la manière de penser la non-mixité est différente. Donc dans certains lieux, ça va être une non-mixité choisie, sans hommes, cisgenres. Et donc après, j'enchaîne peut-être avec le troisième groupe aussi. Oui, oui. Donc ça, c'est un deuxième groupe d'initiatives, ces initiatives queer intersectionnelles. Et ensuite, ce que j'ai pu observer aussi, c'est qu'il y a aussi des individus, donc soit seuls, soit en couple, soit en communauté, qui effectuent un retour à la Terre, mais qui ne mettent pas leur situation minoritaire ou leur féminisme au cœur du projet. Et dans ce cas, ce qui est mis en avant, c'est plus l'ancrage local, le fait de participer à des réseaux alternatifs, des réseaux de paysannerie, organiser des trocs de graines, mettre en place des monnaies locales, etc. Ce qui ne veut pas dire que les individus se dépolitisent par rapport à leur cause de départ, mais simplement que c'est plus ce qui est mis au cœur du projet. Donc ce troisième groupe, je l'ai appelé holistique intégrationniste, du fait que de cette dimension d'intégration. Et là, on retrouve toutes sortes de féminismes et toutes sortes de rapports à effectivement, aux théories féministes. Et en général, ce sont des lieux mixtes, donc où il peut même y avoir des habitants aussi, des hommes qui habitent sur place. Très bien. Et est-ce que, donc, un des points communs de ces groupes de femmes, c'est qu'il y a une volonté de cultiver la terre. Donc, en fait, concrètement, quelles sont un peu les méthodes qu'elles utilisent en termes pour cultiver la terre et de gestion du quotidien, de répartition des tâches? Comment ça se passe la vie en fait dans ces communautés au jour le jour vis-à-vis de l'alimentation, l'organisation, le partage des tâches? Parce qu'en fait, c'est des mini-sociétés, enfin c'est des toutes petites sociétés en fait qui sont mises en place. C'est ça. Effectivement, donc la culture de la terre, c'est un point commun. Après, je dis culture de la terre et pas agriculture parce que selon les lieux, ça va occuper une place plus ou moins importante. Donc il y a des lieux où c'est vraiment le cœur de l'activité économique et qui permet aussi aux lieux d'être pérennes. Par exemple, dans la ferme maraîchère en Bretagne. Dans d'autres lieux, ça va plus être une activité de complément, ou alors c'est pas une activité économique et ça va permettre de nourrir les habitants, habitantes et les personnes qui transitent par ces lieux. Donc il y a différents statuts autour de la culture de la terre. Par contre, ce qu'on retrouve, c'est effectivement des points communs dans les méthodes, donc notamment un intérêt fort pour pour la permaculture, pour la biodynamie. Tous ces lieux sont des lieux avec une approche, qui adoptent une approche biologique, c'est toujours de l'agriculture bio, avec un souhait aussi de chercher une approche qui soit respectueuse, qui soit durable, de repenser vraiment le rapport aux plantes et aux animaux. Qu'est-ce que je pouvais... Ah oui, c'est par rapport à la répartition du travail aussi.
Ça, c'est intéressant parce que l'agriculture, ça a beaucoup été conçu comme une activité de couple. Donc ça, il y a beaucoup de travaux sociologiques notamment qui montrent qu'on pensait le couple hétérosexuel comme complémentaire dans l'activité agricole, avec bien souvent le chef d'exploitation et son épouse qui était aidante, qui pendant longtemps n'a pas eu d'ailleurs un statut qui reconnaissait son activité. Ou même aujourd'hui où ça a évolué, on voit une division qui reste encore marquée. Par exemple, les hommes et les femmes ne vont pas se tourner forcément vers le même type d'agriculture, ne vont pas forcément prôner les mêmes méthodes. Et donc, c'était intéressant aussi d'observer dans ces lieux que finalement, cette idée de complémentarité disparaissait au profit d'une approche où les femmes vont tout faire elles-mêmes. Donc, elles s'occupent de toutes les tâches, aussi bien administratives, les tâches physiques, donc sur tous les plans. D'accord. Et alors par rapport au fait qu'elle s'occupe de toutes les tâches, en fait c'est quoi le profil global, enfin sociologiquement, de quel milieu viennent les femmes qui s'engagent dans de telles démarches? Est-ce qu'il y a des similarités dans les différents terrains qui ont été étudiés, où on peut trouver des différences en termes d'origine sociale et de formation intellectuelle? C'est intéressant parce que spontanément, j'aurais envie de dire que ces lieux ne doivent pas être considérés comme un ensemble, parce que c'est vraiment des lieux qui s'inscrivent dans des époques et des spatialités différentes. Et en même temps, justement, sur le profil sociodémographique des individus, là, on voit quelques récurrences. Et notamment le fait que c'est les femmes ou les personnes qui ont pris part à ces initiatives sont bien souvent blanches, donc de manière très prédominante, très éduquées par rapport à la moyenne, que ce soit en France ou aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, donc avec souvent des personnes qui ont fait des études supérieures. Et en termes de classe sociale, là on voit un petit peu plus de diversité, mais ça reste quand même là aussi très majoritairement des personnes de classe moyenne. Il y a quelques profils dans l'enquête qui sont plus atypiques, de personnes qui viennent de classe populaire ou de milieux aisés, mais sinon le profil type c'est plutôt ça. Et ça c'est un point commun malgré les autres différences qu'on peut observer en termes par exemple de génération ou il y a d'autres différences sur le rapport à la spiritualité. Sur ce plan-là, on voit des différences très marquées entre les contextes anglo-saxons et français, mais sur le profil type, c'est vrai que ça reste assez... là, on voit des récurrences. Et c'est-à-dire les différences entre le contexte anglo-saxon et français Par rapport à la spiritualité ou par rapport à d'autres... par rapport à la spiritualité, oui. Par exemple, oui. Par exemple, par rapport à la spiritualité, ce qu'on peut dire, c'est que dans les terres de femmes américaines, il y a eu toute une spiritualité qui a émergé, qui resacralisait aussi bien la nature que les femmes et leurs expériences au pluriel. Et ça, c'est assez différent dans le contexte français, c'est-à-dire qu'il y a eu une plus grande frilosité par rapport à ces religiosités ou ces spiritualités qui ont pu émerger au tournant des années 70, et certaines être des spiritualités féministes, parfois très liées avec des mouvements politiques, même si on pense par exemple à Starhawk aux États-Unis. Il y a eu aussi toute une réappropriation de la magie, de la spiritualité, parfois en lien direct avec l'action militante, donc pour notamment pour consolider des groupes, pour se donner du courage. Et ça, en France, c'était beaucoup moins visible, parce qu'on a un autre contexte, il y a une plus grande frilosité aussi, une peur des sectes. Et donc, dans les entretiens avec des Françaises qui ont pris part à ce retour à la Terre, elles mettaient en avant que sur ce plan-là, elles n'étaient pas du tout alignées avec les Américaines, par exemple. Et en France, on a beaucoup plus aussi une peur de l'essentialisme. Et donc ça aussi, c'était sur le plan de la spiritualité que ça s'est le plus exprimé, cette peur que la resacralisation ramène de nouveau vers des formes de féminin un peu idéalisées ou qui seraient enfermants pour les femmes. Oui, d'accord. Ok. Et comment, sur ces différents lieux, est-ce que c'est des lieux qui peuvent quand même accueillir des personnes qui sont extérieures à la vie quotidienne? Donc même si c'est des lieux non mixtes, donc en l'occurrence uniquement des femmes cisgenres, si on prend les milieux plus anciens, est-ce que c'est complètement hermétique ou est-ce qu'il y a quand même un lien avec d'autres
avec des personnes de l'extérieur, tout simplement, ou des personnes aussi, puisque c'est quand même des lieux où on cultive la terre. Est-ce qu'il y a des liens avec d'autres agriculteurs ou d'autres terrains qui sont cultivés aux alentours de ces lieux? Oui, c'est une bonne question parce qu'on peut mettre l'accent sur tout ce qui se joue dans ces lieux. Et je disais que c'est des lieux où le quotidien est politique, mais ce n'est pas des lieux en vase clos ou qui seraient des îlots. Sinon, il y aurait une forme de dépolitisation si ces personnes s'étaient déplacées de milieux urbains pour vivre une vie différente, mais qui ne concerne que leur petit groupe ou leur foyer ou une personne seule. Ça perdrait cette dimension politique. Là, c'est des lieux qui ont toujours une dimension soit d'accueil, soit de formation, soit les deux. Donc les modalités peuvent différer. Par exemple, les terres de femmes, historiquement, voulaient être des terres ouvertes à toutes les femmes. Donc il y a même eu des lieux où au début l'accueil n'était pas organisé et n'importe quelle femme qui se présentait pouvait être accueillie. Donc ce qui posait parfois des problèmes de logement parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de place dans les cabanes qu'elles construisaient. Aujourd'hui, ça s'est structuré. Par exemple, une des terres où j'ai enquêté à toute une politique où on peut faire un don par journée, enfin par nuitée, mais qui reste avec un coût très bas, qui est toujours, c'est toujours possible pour une femme qui n'a pas les moyens de ne pas payer. Donc l'accueil est un peu plus structuré. Dans d'autres lieux, ça va être différent. Par exemple, dans les fermes, ça va plus être sous forme de volontariat ou pour faire des stages. Dans d'autres lieux encore, ça va être des événements ponctuels, par exemple des festivals, des semaines de formation. Mais il y a vraiment ce souhait d'accueillir, de rester donc connecté aussi à la société plus largement. Souvent, c'est des lieux où les personnes continuent d'avoir des liens avec des réseaux militants plus urbains. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je questionne ça dans l'enquête, parce que les liens ne sont pas toujours les mêmes selon les stratégies des personnes. Mais donc, il y a bien des liens qui se perpétuent et qui permettent justement d'avoir, de montrer d'autres manières de cultiver la terre, de montrer d'autres manières de vivre. Et c'est aussi là que ces personnes ont un rôle politique. D'accord, parce qu'en fait, toutes les femmes, enfin ces femmes qui prennent part aux communautés sont à l'origine des femmes qui viennent de milieux urbains et donc qui ne sont pas particulièrement à l'aise en fait avec le fait de travailler la terre, avec ces principes. Elles l'apprennent. Est-ce qu'elles avaient déjà la connaissance de grands principes, par exemple sur la permaculture ou sur la biodynamie que tu as mentionné un peu auparavant, ou alors en tout cas elles avaient une connaissance théorique, mais la pratique, elles l'ont appris entre guillemets sur le terrain et c'est pas un milieu dans lequel elles ont grandi. Ou alors il y a aussi des femmes qui parfois viennent de familles d'agriculteurs ou d'agricultrices, mais où peut-être que le savoir, en tout cas intellectuel ou de militantisme politique, est peut-être moins accessible que dans les milieux urbains. Oui, c'est vrai j'aurais pu parler de ça aussi sur le profil. Il y a très peu de femmes ou de personnes dans cette enquête qui ont grandi dans des milieux ruraux et qui auraient été connectées directement à des réalités agricoles. Donc il n'y a pas d'enfants d'agriculteurs ou même de neveux ou de nièces d'agriculteurs. Par contre, il faut aussi nuancer cette idée que ça serait des personnes vraiment strictement urbaines qui n'auraient eu aucun lien avec les campagnes et qui découvriraient complètement soudainement à l'âge adulte, parce que c'est une vision qu'on peut avoir parfois du retour à la terre. Et en fait, la réalité semble plus contrastée, d'après ce que j'ai observé dans mon enquête, et ça rejoint sur ce point d'autres enquêtes sociologiques sur le retour à la terre. C'est qu'il y a une diversité de profils, et notamment des personnes qui ont grandi, par exemple, dans des petites villes ou qui ont grandi dans des zones périurbaines, mais qui avaient quand même un lien régulier à des campagnes, par exemple en ayant des grands-parents et en y passant des vacances. Donc il y a déjà des formes de liens qui se sont créées pendant l'enfance avec aussi bien la campagne que la question de la terre. Par exemple, il y a beaucoup d'enquêtés qui témoignent d'avoir eu jardiné un peu avec justement des membres de leur famille. Et ça a pu faire naître aussi déjà des formes un peu de vocation. Mais c'est vrai qu'ensuite, c'est à l'âge adulte que l'apprentissage se fait. Et bien souvent, de manière plus ou moins autodidacte, ou en tout cas en autonomie, hors des circuits de formation de la profession agricole. Donc c'est des personnes qui sont plutôt en marge de la profession agricole, qui ne demandent pas les installations jeunes agriculteurs, qui ont des projets qui sont trop hors normes. C'est-à-dire que pour avoir le statut d'agriculteur en France,
il faut avoir une certaine surface qu'on cultive ou un certain nombre d'heures effectuées dans l'année. Et c'est vrai que les profils des personnes, donc c'est des projets finalement de vie autant que des projets de travail qui ne sont pas suffisamment perçus comme étant rentables ou durables. Et donc ça fait que ces personnes souvent sont hors de la profession agricole et vont par exemple juste avoir le statut de cotisant solidaire. Et donc il n'y a pas cette formation par exemple en lycée agricole ou... C'est pas le cas le plus commun. Le plus commun, ça va être de faire du woofing et de se former par la lecture, l'expérimentation et la rencontre avec d'autres localement. Oui, parce qu'il n'y a pas du tout de... Toute la nourriture qui est produite sur ces lieux, elle est uniquement pour la consommation des femmes sur ces lieux et il n'y a pas d'idée de vendre ou de commerce ou de cette nourriture. Si, mais justement, c'est sur ça qu'on ne peut pas les mettre dans un seul ensemble parce que c'est vraiment... Dans cette enquête, il y a aussi bien des fermes, par exemple, effectivement des fermes maraîchères, pas d'élevage, mais c'est dans ces fermes, le travail de la terre et le maraîchage, c'est vraiment une activité économique, c'est-à-dire qu'elles en vivent, elles vendent donc dans des biocoop, des magasins de petits producteurs, elles vendent à des EHPAD, à des restaurants, enfin des débouchés de maraîchères. Et dans d'autres lieux, le fait de cultiver, c'est plus effectivement pour la communauté et un réseau qui la dépasse légèrement. Par exemple, les personnes accueillies ou un petit réseau de voisinage et amical. Mais c'est vrai qu'il y a différentes échelles. Sur ce point-là, on ne peut pas trop les amalgamer comme une seule même catégorie puisque les différents projets ne s'appuient pas sur les mêmes activités. Oui, d'accord, je vois. Et pour changer un petit peu de sujet, en fait, ton enquête, elle est ciblée sur certains pays en particulier, donc la France, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, qui sont des pays riches, développés, qui ont connu une révolution industrielle et un exode rural, en tout cas, de leur population. Mais est-ce qu'il existe des initiatives similaires de femmes dans des pays qui n'ont pas ce profil de pays riches, développés, tels que la France, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande? Est-ce que ça existe? Ou alors le rapport à la terre est quand même très différent, puisqu'il y a une part de la population qui est encore dans l'agriculture plus importante dans ces autres pays, donc c'est un peu plus compliqué en tout cas, qu'il y ait des mouvements intellectuels qui se développent de manière similaire? En fait, je peux répondre en deux temps, c'est-à-dire qu'on peut... D'abord, je peux souligner le fait qu'il y a des mouvements écoféministes nombreux dans beaucoup de pays et notamment pas uniquement des pays riches, industrialisés du Nord. Au contraire, il y a des mouvements écoféministes très vivants en Inde, en Amérique latine, dans différents pays, en Afrique. Donc il y a des initiatives qui politisent différentes réalités, que ce soit autour de la déforestation, autour des ravages de l'extractivisme et ce que ça fait aussi aux femmes, autour d'expropriation. Donc il y a de multiples mouvements écoféministes. Par contre, un retour à la terre sous cette forme-là, c'est pas le cas, parce que ce retour à la terre s'inscrit justement dans le fait qu'on était passé à une agriculture intensive, qu'il y avait effectivement cet exode dont tu parlais vers les villes. Donc le retour à la terre, c'est bien ça part d'un mouvement donc dans un contexte qui est différent, parce que par exemple maintenant la nouvelle enquête que je mène, c'est au Brésil, dans le nord-est du Brésil. Et là-bas, les femmes ont un rôle très important aussi dans les questions d'agriculture. Mais là-bas, l'enjeu, c'est plus le maintien de l'agriculture familiale face aux pressions de l'agrobusiness et face à notamment le front du soja qui vient brûler des terres, racheter des terres et repousser l'agriculture familiale. Donc la question, c'est plus comment soit recomposer l'agriculture familiale et notamment repenser le rôle des femmes. Mais ça ne va pas être exactement le même type de retour à la terre parce que justement, ce n'est pas un retour. C'est plutôt qu'il y a déjà des formes de subsistance et de place des femmes dans ce système, mais comment il peut évoluer, parce que bien sûr, c'est toujours évolutif et il y a aussi des revendications, mais qui ne sont pas les mêmes que dans des pays où le constat de départ, c'était d'abord effectivement qu'on avait quitté les campagnes, ou en tout cas que l'agriculture y a été pensée différemment.
Et ça s'est inscrit dans des mouvements aussi, typiquement dans le sillage des années, des années 70. C'était inscrit dans cette histoire-là qui est plus occidentale. D'accord, ok, oui, je vois. Et quand tu as mené ton enquête, en fait, quelle a été la réaction des femmes dans ces communautés par rapport au fait qu'il y a une enquête sociologique qui soit menée sur leur modèle de vie, en quelque sorte? Est-ce que tu as eu des difficultés particulières pour recueillir parfois leurs paroles ou c'était bien accueilli J'ai été bien accueillie. C'est une enquête qui a été bien accueillie de manière générale. Après, je dirais que le point sur lequel il fallait négocier en quelque sorte, c'était la question de ce que j'allais faire au quotidien. Parce qu'effectivement, en tant que sociologue qui étudie des modes de vie, je m'installe sur place dans la durée. Je demande beaucoup de temps aux gens puisque je pose beaucoup de questions, je les suis. Donc c'est quand même impliquant comme dispositif. Et donc une réponse à ça, ça a été de souvent proposer d'apporter un coup de main. Donc souvent, j'ai été aussi placée un peu dans une position moi-même de volontaire ou de woofeuse en même temps que je menais mon enquête, ce qui me permettait à la fois de voir justement comment se passe la question du travail, à quoi ressemble le quotidien, etc. Mais en même temps, ça permettait que pour les personnes enquêtées, que ma présence ne soit pas qu'une perte de temps. Pour le dire simplement, c'était vraiment sur ce plan-là qu'il y avait quelque chose à penser. Après, en termes d'intérêt, je dirais que dans les terres de femmes séparatistes, c'est là qu'il y a eu l'intérêt le plus fort pour l'enquête, parce que mon enquête a commencé dans un moment qui était vraiment un moment tournant pour elles, où beaucoup de femmes qui ont été pionnières dans ces initiatives sont en train de vieillir et qu'elles pensent la question de l'après et de la transmission, et notamment il y a un très fort enjeu autour de comment transmettre ces terres à des générations plus jeunes, à des féministes moins âgées. Et donc, je pense qu'elles y ont vu aussi une opportunité d'avoir un lien, notamment parce que j'étais une jeune femme qui arrivait dans leur terre. Donc là, c'est là que j'ai vraiment été sûrement accueillie avec le plus d'intérêt. Et à l'inverse, le seul cas un peu compliqué de cette enquête, ça a été le sanctuaire vegan antispéciste en Nouvelle-Zélande, parce qu'il y a une forte méfiance de ce milieu militant, aussi parce qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup il y a aussi la question de des actions qui peuvent être menées qui sont légales ou illégales, et ça peut éveiller des formes de crainte aussi des militants ou des militantes. Et donc sur ce terrain-là, ça a été très compliqué. Effectivement, j'ai failli devoir quitter ce terrain parce que les personnes se demandaient si je venais aussi pour éventuellement, si j'étais des renseignements, donc il y a eu une forme de suspicion assez forte. Oui, d'accord. Et tu parlais de la préoccupation, notamment chez les féministes séparatistes, de la transmission, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien, en tout cas dans ces militantes qui sont dans des zones rurales, il n'y a pas de lien avec des milieux militants plus urbains ou qui pourraient, en tout cas, pour recruter en fait des nouvelles personnes plus jeunes, des nouvelles femmes plus jeunes. C'est pas existant. Alors si, il y a quand même des liens. Par exemple, à terre dans l'Oregon, Wimunland, où je me suis rendue, est à moins d'1 heure de Portland. Donc il y a quand même des liens assez riches avec la ville. Donc notamment beaucoup de femmes de Portland qui viennent dans cette terre ponctuellement pour un week-end, pour des vacances, pour un festival, pour des journées de travail quand il faut rénover une cabane, quand il faut travailler le jardin, etc. Mais ce qui se pose, c'est aussi la question de comment vraiment les pérenniser et faire en sorte que ça reste des terres dans la durée, donc pas juste comment être en lien, mais vraiment qui va y vivre, donc trouver des nouvelles habitantes. Il y a aussi toute la question de la propriété dont on pourrait parler. C'est un vaste sujet parce qu'il y a des terres qui ont été achetées collectivement pour limiter les inégalités de classe, mais il y en a aussi qui sont détenues par des femmes seules ou des couples. Et dans ce cas, ça pose la question de comment la propriété ce qui va advenir de ces terres après leur décès. Et sur la question de trouver des nouvelles habitantes, un des enjeux, c'est de contrer l'isolement. C'est-à-dire que historiquement, ces terres ont cherché à s'isoler pour avoir un lieu qui soit aussi un lieu refuge, notamment pour s'extraire de violences, pour être à l'abri aussi, comme on le disait, du regard masculin. Donc elles ont voulu des lieux isolés. C'était aussi là où les terres étaient les moins chères. Ça, c'est toujours une grande question dans le retour à la terre, c'est où est-ce qu'on s'installe. Et bien sûr, il y a cette question de l'accessibilité. Mais le problème que ça pose, c'est qu'ensuite, il n'y a pas forcément d'accès à l'emploi.
Et donc aujourd'hui, maintenant, ça peut être repensé différemment avec des formes de télétravail. Il y a toujours eu aussi des femmes qui bénéficiaient d'aide et qui ont pu venir dans ce contexte-là. Mais effectivement, le risque, c'est qu'elles aient uniquement des femmes retraitées ou qu'en tout cas des femmes actives ne puissent pas s'y installer. Et donc c'est aussi pour ça que malgré les liens avec la ville, elles doivent quand même faire un effort plus poussé de rencontre des jeunes générations. Là tu as mentionné le côté de s'extirper, en tout cas du regard masculin pour ces femmes. Et en fait, à quel point c'est quelque chose d'essentiel pour ces groupes de femmes, et à quel point c'est libérateur, en tout cas pour ces femmes, de s'extraire complètement du regard masculin. Oui, ça c'est un grand sujet parce que c'est justement un peu au cœur aussi de cet écoféminisme en acte. Donc c'est pas systématiquement séparatiste avec une absence de présence masculine, mais malgré tout il y a cette idée de créer des lieux et des espaces-temps où il soit possible de déconstruire notamment des normes qu'on a intégrées depuis l'enfance, parce que les effets de la socialisation sont quand même très forts, et notamment de la socialisation genrée, qui fait qu'on évolue dans des sociétés où dès finalement même l'annonce du sexe du bébé ou ensuite dès la naissance, on va être éduqué de manière différenciée, que ce soit au sein de notre famille ou ensuite à l'école, et même notre expérience de l'espace public, notre expérience de la nuit, tout va être teinté de notre appartenance de genre. Et donc dans ces lieux, il y a cette idée de déconstruire ça et d'élargir les possibles. Ça, c'est un premier point important. Et on pourrait rentrer dans le détail, ça implique beaucoup de choses, c'est-à-dire que c'est aussi bien une attention portée au langage qu'une réappropriation de son corps et de se sentir notamment en sécurité, pouvoir, par exemple, toutes les questions d'habitat aussi, c'est des femmes qui vivent bien souvent dans de l'habitat léger, donc qui circulent en extérieur, qui vivent dehors et qui se réapproprient l'espace. Cette question du corps, il y a aussi tout un questionnement sur la nudité, sur déconstruire des normes de beauté qui peuvent être très limitantes. Et donc là, justement, s'en extraire et vivre son corps d'abord comme notre interface d'expérience du monde, donc à travers les sens, à travers les capacités que le corps offre aussi. Il y a aussi eu tout un champ d'exploration autour de la sexualité, autour de la vie affective qui se construit plus uniquement dans l'hétérosexualité. Donc en fait, c'est énormément de domaines différents dans lesquels il y a eu des recherches d'émancipation. Et le fait de le vivre entre femmes, ça permettait donc aussi bien cette dimension de mise à l'abri ou de s'extraire de violence, mais aussi d'être uniquement entre femmes pour pouvoir l'expérimenter. Très bien, merci. Alors, je crois qu'on est un peu pris par le temps. Le titre, c'est Féministes des champs, du retour à la terre à l'écologie queer. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et merci pour votre écoute. Et merci.